Et on enchaîne tout de suite avec la 4e séquence, puisqu'hier on a commencé vraiment sur ces 2 journées à découper ces 2 jours en plusieurs séquences. 4e séquence consacrée à la génération et à la qualité des data. Et nous allons entamer une série de présentations tout à fait passionnantes, et notamment tout d'abord avec vous, Grégory Katz. Vous avez la chaire Value in Health et vous êtes de la faculté Paris-Cité, président de PrompTime, et on vous écoute avec beaucoup de plaisir. Pourquoi les registres? Parce que le modèle de l'essai randomisé, contrôlé, double aveugle, le gold standard, c'est un modèle stop and go. On va devoir à chaque fois contracter, ouvrir, essayer d'inclure, essayer d'atteindre les objectifs. Le design même de l'essai est souvent biaisé parce que c'est de la non-infériorité, pas de la supériorité. Et on compare rarement entre des technologies, ou alors ceux qui sponsorisent les essais sont eux-mêmes proctorisés. Bref, on est dans un système où on sent qu'on essaye de générer de la data à des coûts considérables, avec derrière une inefficacité, un ratio coût-inefficacité très élevé. Vous citiez la Suède. Uppsala, les travaux de Stefan James sur les essais randomisés intégrés à des registres. Le registre, c'est l'anti-stop and go. On a une cohorte. Ce n'est pas une cohorte, elle n'est même pas bornée dans le temps. C'est une inclusion permanente, en vie réelle, à partir de laquelle, si elle s'ouvre aux cliniciens, aux chercheurs, permet en fait un carottage statistique et une randomisation, qui permet aussi une corrélation, c'est-à-dire un niveau de preuve élevé. Mais comme on n'est pas dans le stop and go, on peut immédiatement accéder à la base. On peut immédiatement créer ou générer en fait des effets, des corrélations et des niveaux de preuve qui, sur la thrombectomie radicale dont vous parliez tout à l'heure, ont effectivement permis d'atteindre dans le New England avec l'étude TEST des niveaux de preuve équivalents à un essai randomisé contrôlé, sauf que, on le fait à un coût 30 fois moindre. Vous citiez, le ratio est de 30 fois moins, c'est-à-dire que la même publication dans le New England Journal of Medicine sur l'inefficacité de la thrombectomie radicale associée à PCI a été apportée avec le même niveau de preuve et un coût 30 fois moindre. Sauf que l'essai randomisé était sur 6 mois, l'autre était sur 46 mois. 30 fois moins cher, 46 mois, donc un niveau de preuve encore plus élevé, même conclusion. Terumo, Medtronic ont conclu que ça ne marchait pas. Alors, pourquoi continuer d'investir exclusivement dans des essais randomisés contrôlés en dehors de registres? Pourquoi ne pas investir dans des registres qui permettent d'effectuer des essais randomisés contrôlés en leur sein? Cette approche que vous avez citée, Gabriel Steg, c'est l'approche qui répond à la question « Pourquoi les registres ?» Les registres, c'est fondamental pour la recherche clinique, mais c'est fondamental pour le soin courant. Cette slide est choquante à de nombreux égards. Elle est choquante d'abord parce que vous voyez la variation abyssale d'un centre à l'autre, d'un praticien à l'autre, pour des traitements qui vont de l'orthopédie à l'urologie, à l'ophtalmologie, à l'oncologie. Et on voit des variations en termes de taux de complications qui sont abyssales. Elle est choquante parce que on voit qu'une poignée de drapeaux et on se dit où est la France, où est l'Espagne, où est l'Italie, où sont tous ces autres pays? Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable de déterminer quel est le niveau, non pas de variation dans l'accès aux soins, mais de variation dans l'accès aux résultats des soins? Des résultats, en fait, qui homogénéisent, qui standardisent, qui contribuent également à réduire cette variation. Cette variation, elle est préoccupante parce que, finalement, on montre qu'on n'est pas capable de reproduire, par exemple, une chirurgie de la cataracte avec un taux de complication faible d'un point A à un point B. C'est 3100% de variation. Pas 31%, pas 310%, 3100% de complications capsulaires pour la cataracte entre le chirurgien A qui est à Malmö et le chirurgien B qui est à Stockholm. Comment est-ce possible?
pour une chirurgie qui dure à peu près 15 minutes, qui est la chirurgie la plus pratiquée au monde. C'est choquant aussi parce que sans registre, pourquoi les registres? Sans registre, les praticiens ne peuvent pas se situer, se comparer, donc s'améliorer. C'est choquant parce que les patients également manifestent sans registre une perte de chance étant donné qu'ils ne sont pas capables de s'orienter dans le système de santé. C'est choquant parce que les praticiens qui ont également des taux de complications plus élevés sont payés 2 fois par rapport à des praticiens qui n'ont pas de complications. Dans un système de paiement au volume, T2A, plus on échoue, mieux on est payé. Tout ça repose sur un manque de transparence et de structuration des données. Comment créer des gisements de données? On parle d'entrepôts de données de santé, les EDS. Fantastique. L'acronyme, fantastique. Mais où est le gisement qui nous permette d'accéder à des données standardisées? Chacun a son EDS. Donc chacun définit ses propres standards. L'établissement, le CHU, la clinique, chacun a son propre DS. On ne peut pas comparer, vu que ce n'est pas standardisé, et que personne ne veut échanger les datas. Vous parliez du registre cardiologie suédois, Sweetheart. Sur les maladies coronaires, ils ont créé un score composite, comprenant de la qualité de vie et des résultats cliniques. On voit 69 équipes qui se comparent dans le registre. 13% d'amélioration jusqu'à l'année 2006 où les scores deviennent publics, et on passe à 22% d'amélioration. Les scores des équipes deviennent publics. Et en bleu, vous avez les équipes qui sont sous la moyenne. Elles passent de 7% à 40%. Personne n'aime être en queue de peloton. Et la comparaison, c'est très humain. C'est un facteur d'amélioration et de nivellement par le haut. Les registres ne doivent pas seulement exister, ils ne doivent pas non plus seulement permettre aux praticiens de se comparer à une moyenne agrégée, anonymisée. Il est essentiel de se comparer. Et le benchmark nominatif est une clé de l'amélioration des soins. C'est pour ça que les Suédois investissent massivement dans les registres avec un ratio de 1 à 100, en termes de retour sur investissement, 1 à 100. Alors voilà, vous avez le scénario A avec les EDS, chacun crée son EDS, personne ne standardise, on réplique, on dépense beaucoup d'argent, puis à la fin, comme tout le monde est en silo, on ne partage pas, et à la fin, il n'y a pas de gisement, et il n'y a pas d'essai randomisé à partir de registres. Et puis il y a le scénario 2, où là on crée des benchmarks, on va standardiser et on va partager les résultats avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, avec 2 incitatifs, un incitatif qui va être la rémunération, et un autre incitatif qui va être la réputation, qui sont globalement les 2 grands leviers qui permettent à chaque être humain que nous sommes de se dépasser. Voilà. La gloire et l'argent, c'est comme ça que fonctionnent les êtres humains que nous sommes, tous imparfaits. Si on a des case mix, si on stratifie la population selon des groupes de sévérité statistiquement comparables, alors on peut, par le benchmark nominatif, créer cette dynamique de nivellement par le haut. Ce n'est pas un tatouage que de montrer ces résultats, un tatouage indélébile. C'est une dynamique en miroir qui n'est pas un jugement définitif. Vous avez en fait cette approche qu'on a voulu retester en France à travers une expérimentation article 51 sur la cataracte. Est-ce que ça marche, les registres? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est reproductible? Est-ce que c'est transposable? Oui, ça marche. On l'a testé sur 3700 patients dans des centres publics et privés sur la cataracte. On voit que les équipes qui se comparent et modifient leurs pratiques ont des scores 30% supérieurs en termes de gains de santé pour la cataracte par rapport à celles qui ne se comparent pas. 30% de gains de santé en plus. On a également des outils prédictifs qui permettent en fait de borner à quel moment, selon le score PROM, c'est-à-dire l'outcome patient, son confort visuel, à quel moment, avant de poser l'indication de chirurgie, est-ce que la probabilité d'améliorer significativement ce patient est supérieure à 90%, c'est-à-dire ciblé dans le vert. Et à quel moment, si le patient dit qu'il a un confort visuel satisfaisant, il ne faut justement pas l'opérer parce que la probabilité de ne pas améliorer ce patient est supérieure à 80%. Voilà. Quand vous avez ces registres, vous voyez qu'on change ses pratiques de manière rapide. En moins de 36 mois, 42% des chirurgiens déclarent avoir modifié leurs pratiques.
en soins courants, changer leur relation avec le patient, 35%, changer leurs indications. Aujourd'hui, c'est plus 27%, c'est passé à 40,3% des chirurgiens qui changent leurs indications, en soins courants. Alors, les PROM, les Patient Reported Outcome Measures, aujourd'hui, font partie des indicateurs pour les classements hospitaliers. C'est le classement hospitalier Statista Newsweek par spécialité. Là, on a l'oncologie, on a la cardiologie, et les PROM, et les registres PROM, la participation des équipes à des registres PROM, font partie des critères d'excellence des meilleurs centres au monde. C'est pour ça qu'en France, mon équipe travaille avec des sociétés savantes, des CNP, des collèges, y compris France Asso Santé, de manière à ce qu'on puisse, pour la cataracte, créer un registre standardisé, ouvert, dont les professionnels sont aux commandes en termes de gouvernance, pour le canal carpien, en chirurgie des membres sup, pour l'audiologie, pour la maternité, et c'est ce que l'IGAS promeut également dans son dernier rapport sur le financement des soins. C'est aussi cette logique qui permet de redonner du sens aux soignants, sortir du burn-out, sortir de cette course folle au volume, et permettre également d'impliquer les patients dans l'évaluation de ce qui compte le plus pour eux, c'est-à-dire le résultat. Je vous remercie. Merci beaucoup.